Sous un soleil coupant, un champ autrefois crevassé bourdonne de drones et d'eau métronomique. 2 chiffres claquent, 600 millions engagés, 60 000 hectares réécrits. Pourtant, ce pays sort d'années de dépendance. À quoi bon promettre l'autonomie si le prix est l'isolement? Et que devient la vie ordinaire quand Ibrahim Traoré mise sur la technologie pour nourrir la dignité? Entre poussière et code, une saison veut prouver qu'un budget peut déplacer un imaginaire. Ce projet agricole de 600 millions de dollars n'est pas qu'un programme économique, c'est un pari sur l'âme d'un pays. Le Burkina Faso veut prouver qu'une nation enclavée peut transformer la dépendance en puissance productive. Pour chaque hectare irrigué, chaque drone conçu localement, c'est un fragment d'autonomie qui renaît, une promesse de dignité retrouvée. Mais ce pari comporte un risque clair. Si l'expérience échoue, le rêve d'une Afrique souveraine retombera dans le scepticisme qui l'a longtemps enchaîné. Les marchés observent, les chancelleries murmurent, les investisseurs hésitent. Oh. Et pourtant, sous cette tension, un sentiment neuf se lève. Celui que la technologie peut servir la liberté, non la remplacer. D'ici commence la vraie question. Que devient un continent quand il reprend son code source? En janvier 2025, un document de 42 pages a discrètement circulé dans les couloirs du ministère de l'Agriculture. Son titre semblait anodin, « Initiative pour la souveraineté verte ». Mais derrière ces mots s'étendait une transformation chiffrée. 600 millions de dollars détournés des contrats étrangers vers la technologie locale. C'est ici que le récit bascule. La dépendance cesse d'être un cadre et devient un choix contesté. Depuis les années 1980, l'agriculture du Burkina Faso vivait sous perfusion. Semences brevetées, engrais importés, dettes techniques. Chaque crise climatique réactivait la même équation. Plus d'aide, moins d'autonomie. Les partenaires occidentaux appelaient cela du développement. Mais dans les villages, on parlait d'une cage silencieuse. Ibrahim Traoré, formé dans l'armée avant de devenir président, lit ce rapport comme un plan de bataille. Plutôt que d'acheter encore des tracteurs venus d'Europe, il propose de les construire dans la vallée de Kadougou. Plutôt que de louer des licences de semences, il veut des banques de gènes africaines. L'idée paraît simple. Elle bouleverse un ordre mondial bâti sur la prévisibilité de la dépendance. Derrière cette audace, un réseau se met en place. Ingénieurs revenus de Moscou, programmeurs autodidactes, agriculteurs, formateurs. Les capteurs IA remplacent l'attente des pluies, les données remplacent les prières. En moins d'un an, les premiers champs intelligents s'allument sur 60 000 hectares. Les chiffres demeurent modestes, mais leur signification est gigantesque. Pour la première fois, la souveraineté ne se déclare pas, elle se code. Ce n'est pas encore une révolution, mais une preuve. Et dans ce glissement discret, des aides vers les algorithmes, le monde découvre que l'Afrique peut changer d'échelle sans demander la permission. Dans le village de Bobo Dioulasso, un homme de 63 ans ajuste la manette d'un drone qui vrombit au-dessus de ses champs. Il s'appelle Yacouba. L'an dernier encore, il n'avait jamais touché un smartphone. Aujourd'hui, son petit-fils lui a appris à suivre la température du sol et l'humidité des plantes sur une tablette solaire. En une saison, son rendement a triplé. Les chiffres ne sont pas des miracles, mais des signes. 2000 drones produits localement pulvérisent désormais des engrais bio issus des minéraux du pays. Les techniciens formés à Ouagadougou entretiennent les circuits, réparent les capteurs, ajustent les données. L'économie du savoir a pris racine au milieu des sillons. Autour de Yacouba, une génération se relève. Les jeunes qui fuyaient la terre reviennent, non pour labourer, mais pour programmer. Dans les hangars, les anciens enseignent la patience. Les nouveaux apportent de la précision. L'agriculture n'est plus une fatalité, c'est une compétence. Les autorités locales mesurent l'effet psychologique autant que productif. Quand les citoyens contrôlent leurs outils, ils cessent de craindre leur saison. Cette confiance nouvelle s'étend comme une nappe d'eau souterraine. Elle nourrit un sentiment collectif.
Le pays n'attend plus qu'on lui tende la main, il la tend vers lui-même. La scène de Yacouba n'est qu'une étincelle, mais elle révèle une évidence. La technologie ne remplace pas la dignité, elle la restaure. Tout commence dans le silence administratif d'un lundi matin. Un décret, signé à 8 heures, redistribue 600 millions de dollars de contrats. Les fonds destinés à des entreprises étrangères basculent vers des ateliers nationaux. En une journée, les équilibres changent de main. À midi, la nouvelle fuite. Les agences de presse occidentales parlent d'un risque de dérive populiste. Mais dans les rues de Ouagadougou, les marchés se remplissent, les radios locales crépitent. Les gens répètent le même mot, nôtre. Les 4 piliers du plan se déploient. Premier, indépendance hydraulique. Des milliers de champs reçoivent des réseaux d'irrigation alimentés par le solaire. Les agriculteurs n'attendent plus les pluies, ils orchestrent les nuages. Deuxième, mécanisation citoyenne. 2000 drones sortent des usines de Kadougou, peints aux couleurs nationales. Ils volent ici, bas, précis, méthodiques. Troisième, éducation et renouveau du travail. 45 000 postes créés d'ici 2026. Techniciens, codeurs, réparateurs. Chaque province ouvre son centre de formation. Quatrième, souveraineté régionale. Un réseau numérique relie désormais le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le triangle AES de l'indépendance. Ibrahim Traoré présente le projet devant l'Assemblée nationale. Pas de costume, pas de podium, seulement une tablette et un graphique. Nous ne rejetons pas le monde, dit-il. Nous rejetons la faiblesse. La foule se lève. Pour la première fois, le patriotisme rime avec productivité. Les marchés internationaux réagissent. Le cours des engrais importés chute. Les compagnies d'exportation réévaluent leurs contrats. Un câble diplomatique fuit. L'Afrique échappe à la tutelle. Dans les chancelleries, l'expression circule. Rébellion administrative. Mais sur le terrain, les effets sont concrets. Des drones remettent l'engrais local en valeur. Des logiciels calculent les cycles d'irrigation. Les récoltes s'équilibrent. Les pertes diminuent de 40%. Les économistes notent une hausse symbolique du revenu agricole, plus 12% en 6 mois. À Bobo-Dioulasso, Yacouba regarde les chiffres s'afficher sur sa tablette. Le vert remplace le rouge. Il ne comprend pas toutes les courbes, mais il lit la couleur de son espoir. Le soir, les réseaux sociaux explosent. Des vidéos de chants verdoyants circulent avec le hashtag #HatMenAfricaine. Les messages viennent de Bamako, de Lomé, de Dakar. Les frontières deviennent des fils de connexion. Les opposants tentent de freiner l'élan. Ils parlent de dette cachée, de techno-nationalisme. Mais le discours peine à couvrir le bruit des machines. Car ce qui grondait dans les rues n'était plus une protestation, c'était une production. Le lendemain, un éditorial résume l'instant. Ce que le Sahel n'a pas obtenu en armes, il le construit en données. Et tandis que les projecteurs du monde s'allument, le pays entre dans sa phase la plus fragile. Le moment où le rêve devient système. Avant la réforme, l'agriculture burkinabé tournait autour de chiffres ternes. 1,8 tonnes de rendement moyen par hectare, 42% d'importation alimentaire, 63% de dépendance aux engrais étrangers. 12 mois plus tard, la photographie statistique a changé. Rendement, plus 8%. Explication. Les réseaux d'irrigation solaire ont réduit les pertes d'eau de moitié. Importation, 41%. Explication. La production locale d'engrais bio compense les importations européennes gelées. Emploi rural formel, plus 29%. Explication. Les ateliers de drones et de capteurs créent un tissu industriel inédit. Le ministère de l'Agriculture publie les résultats hebdomadaires sur une plateforme ouverte. Chaque région y dépose ses relevés d'humidité, de pluviométrie, de rendement. Les algorithmes traduisent les données en cartes thermiques, du rouge vers le vert, du déficit vers l'équilibre. La révolution n'a pas besoin de slogan,
Elle s'affiche en pixels. Les économistes locaux parlent d'un effet domino. Chaque point de productivité génère des revenus fiscaux supplémentaires, réinjectés dans les écoles techniques. Le cycle se renverse. Le savoir alimente la terre finance le savoir. Dans les marchés ruraux, la conversation glisse des prières à la performance. Combien de litres par goutteur remplace combien de semaines avant la pluie? Mais ces progrès n'existent pas sans ombre. Les coopératives manquent encore de pièces détachées. Les batteries solaires s'usent plus vite que prévu. Et certains villages n'ont pas l'électricité stable pour les serveurs IA. Les chiffres brillent, mais les fondations tremblent. Ce réalisme technique évite l'euphorie. C'est aussi sa force. Ibrahim Traoré, lors d'une conférence à Ouagadougou, résume la logique en 2 phrases. Nous ne mesurons pas nos victoires en dollars, mais en autonomie. Les chiffres ne servent à rien s'ils ne changent pas la façon de penser. Dans la salle, les journalistes notent la nuance. Le progrès n'est pas un trophée, c'est une habitude. À l'étranger, les observateurs réévaluent leur modèle. Le FMI souligne une croissance anormale sans dette. Les think tanks européens évoquent une expérience de transition décentralisée. Mais derrière le langage diplomatique, l'inquiétude est palpable. Le contrôle glisse. Une Afrique qui produit son propre code réduit la marge d'influence des anciens partenaires. Les données du Burkina sont désormais exportées, non comme dépendance, mais comme référence. Plusieurs pays voisins testent la même formule. Production locale, place réseau solaire, place IA de terrain. Le modèle devient contagieux. Et dans cette contagion numérique, une vérité brute se dessine. Lorsqu'un pays maîtrise ses chiffres, il n'a plus besoin qu'on les lui explique. Les critiques les plus sévères viennent paradoxalement des anciens alliés. Pour eux, le plan d'autonomie agricole d'Ibrahim Traoré n'est pas une renaissance, mais un isolement. Ils avancent un argument simple. Sans supervision occidentale, les standards risquent de chuter. L'Afrique, disent-ils, ne peut pas encore se passer de la logistique globale, ni des brevets extérieurs. Un drone fabriqué localement coûterait 2 fois plus cher qu'un modèle importé, et la maintenance pourrait devenir un goulet d'étranglement. En face, les défenseurs du programme rappellent que la dépendance a un coût invisible, la résignation. Pendant 40 ans, les aides internationales ont offert des semences gratuites, mais ont étouffé l'innovation locale. Le véritable prix, ce n'était pas l'argent, mais l'habitude de demander. Il souligne que les erreurs de jeunesse d'un système national sont préférables aux servitudes d'un modèle étranger. Entre ces 2 pôles, une zone grise existe, la coopération sélective. Certains experts africains proposent de ne pas rompre, mais de réécrire les termes du partenariat. Travailler avec l'Europe, oui, mais en copropriété. Partager les données, oui, mais sous licence africaine. Ce compromis encore fragile s'appuie sur des preuves tangibles. La productivité du Burkina a augmenté malgré la réduction d'importation. Les chiffres soutiennent la nuance. Taux d'autosuffisance alimentaire à 58% contre 42% un an plus tôt. Taux d'emploi rural formel à 71%. Croissance du secteur technologique agricole à plus 112%. Ces données ne réfutent pas les critiques. Elles les redéfinissaient. La question n'est plus « l'Afrique peut-elle ?» mais « pourquoi n'a-t-elle pas commencé plus tôt ?» Sous la surface du débat, un consensus discret s'installe. Le monde change plus vite que les dogmes. Et si l'autonomie effraie certains, c'est qu'elle leur rappelle leur propre dépendance. L'ordre ancien vacille. En moins de 72 heures, les capitales occidentales publient des communiqués d'urgence. À Paris, les éditorialistes s'inquiètent. À Washington, les analystes calculent. À Bruxelles, les diplomates appellent cela une fracture stratégique. Mais à Ouagadougou, la place de la Révolution se remplit de drapeaux, de drones miniatures et de chants. Ce n'est pas un défilé politique, c'est une catharsis. Le monde regarde un pays enclavé reprendre le contrôle de ses outils. Ibrahim Traoré, devant la foule, lève une tablette plutôt qu'un poing. Son message se résume en 10 mots. Ce que nous codons, personne ne peut nous le retirer.
C'est plus qu'une phrase, c'est une frontière morale. Les caméras captent la scène, les réseaux la propagent. En 3 jours, le mot-clic Amène africaine devient manifeste. Les images de fermes connectées remplacent les clichés de misère. La narration mondiale se fissure. L'Afrique n'est plus l'objet d'un rapport, mais son auteur. Et dans ce basculement visuel, une vérité silencieuse émerge. La souveraineté n'a pas besoin d'explosion, seulement de cohérence. Dans les campagnes, la terre respire à nouveau. Les pluies irrégulières ne dictent plus les récoltes. Les capteurs et l'irrigation solaire y pourvoient. Les coopératives s'élargissent, fusionnant savoir ancestral et précision numérique. Les paysans partagent leurs données comme autrefois leurs semences. En un an, 15% des foyers ruraux ont doublé leur revenu moyen. La transformation n'est pas spectaculaire. Elle est constante, mesurable, enracinée. Dans le monde de l'entreprise, une nouvelle génération de start-up émerge. Les ateliers de drones deviennent des PME, les techniciens des entrepreneurs. Le secteur de l'agrotech représente déjà 6% du PIB non extractif. Les femmes y occupent 38% des postes techniques, un record régional. Les banques locales adaptent leurs produits. Crédit à bateau pour innovation agricole. L'économie ne se contente plus de consommer les technologies, elle les fabrique. Du côté de l'État, le gouvernement structure un système d'évaluation transparent. Les budgets sont publiés en ligne, les contrats vérifiés par blockchain nationale. La corruption recule non par morale, mais par traçabilité. Ibrahim Traoré y voit la preuve que la souveraineté commence quand les chiffres cessent de mentir. Les débats politiques changent de ton. On ne parle plus d'aide, mais d'efficacité. L'administration devient un laboratoire. Chaque département teste ses propres indicateurs d'autonomie. À l'échelle régionale et internationale, au Mali, au Niger et au Ghana, les délégations affluent pour observer le modèle burkinabé. L'Alliance pour la souveraineté, AES, transforme son pacte en plateforme de données partagées. Les frontières cessent d'être des lignes. Elles deviennent des réseaux. Les partenaires étrangers, d'abord critiques, proposent maintenant des co-entreprises. Le FMI discute de co-développement au lieu d'assistance. Mais cette reconnaissance mondiale reste fragile. Chaque succès burkinabé érode un vieux privilège. Les lobbies européens, inquiets, parlent d'un protectionnisme vert africain. Pourtant, le ton a changé. On ne parle plus du Burkina comme d'un risque, mais d'un modèle. Dans les villages, les gens résument la situation mieux que les analystes. Nous n'attendons plus la pluie, nous attendons les résultats. Et cette phrase, répétée de marché en marché, est peut-être le vrai indicateur d'une nation en mouvement. Dans le premier, celui de la consolidation silencieuse, dans le de base, la consolidation silencieuse. Si les réformes actuelles tiennent leur cadence, le Burkina Faso entrera dans une phase de stabilisation technique. Les réseaux d'irrigation couvriraient 80 000 hectares. Les drones de série B doubleraient la capacité logistique et les écoles d'agrotech formeraient leurs premiers diplômés certifiés. Le pays cesserait alors d'importer 50% de ses engrais. L'État consoliderait son modèle fiscal sur la transparence numérique. Ce n'est pas spectaculaire, mais il est durable. La lenteur devient ici stratégie. Chaque amélioration s'ancre avant d'être amplifiée. Dans une hypothèse plus optimiste, celle de la contagion régionale. Dans la version optimiste, la contagion régionale. Si les alliances AES, Burkina, Mali, Niger, étendent en leur interconnexion agricole, une économie circulaire sahélienne émergera. Les bases de données communes permettraient d'ajuster les flux de semences et d'énergie à l'échelle transfrontalière. Le commerce intra-africain bondirait de 25%, attirant des capitaux sud-américains et asiatiques. L'Afrique de l'Ouest pourrait, pour la première fois, exporter non des matières premières, mais des systèmes. Le symbole dépasserait la géographie.
l'autonomie deviendrait une idée exportable. Et le nom d'Ibrahim Traoré, jusque-là national, deviendrait un code régional d'inspiration. Mais dans le plus pessimiste, celui de la riposte invisible. Dans le pessimiste, la riposte invisible. Si les institutions financières occidentales resserrent leurs conditions de crédit, la pression sur les devises s'accroîtrait. Les livraisons de pièces importées ralentiraient, les ateliers locaux s'épuiseraient, les campagnes médiatiques dénonceraient des risques de corruption, rendant les investisseurs nerveux. Le récit du progrès pourrait alors s'inverser. Ce qui était fierté deviendrait fardeau administratif. Mais même dans ce cas, la logique d'autonomie aurait produit un précédent irréversible. Une génération aura appris à réparer, coder, produire sans demander. Et ce savoir, une fois semé, ne se désapprend pas. Entre ces trois routes, le facteur décisif reste la patience collective. La souveraineté ne se gagne pas en cycles économiques, mais en cycles d'apprentissage. Dans les ruelles de Ouagadougou, la révolution ne se voit pas toujours. Elle s'entend dans le bourdonnement des panneaux solaires, dans le rire des apprentis techniciens. Le progrès n'a pas de drapeau, seulement des visages concentrés sur un écran, des mains calleuses, apprenant à coder la pluie. Une jeune fille, Aminata, 12 ans, pilote un petit drone au-dessus de son école. Elle ajuste la trajectoire, vérifie la hauteur. La hauteur, note les coordonnées. Quand un journaliste lui demande ce qu'elle veut devenir, elle répond sans hésiter. Ingénieur, pas bénéficiaire d'aide. Sa phrase, simple et droite, a parcouru tout le continent. Elle a dit en 10 mots ce que les rapports de développement ont oublié. La dignité n'a pas besoin de permission. À la radio, un animateur résume la métamorphose du pays. Avant, on attendait les nouvelles. Maintenant, on les fabrique. Ce changement d'attitude, discret mais massif, devient la matière première du futur. Ce n'est pas seulement une question d'économie, mais de regard. Quand un peuple se regarde différemment, le monde finit par suivre. Pour ceux qui observent de loin, le message est scolaire. On n'a pas besoin de milliards pour transformer un destin, mais d'une continuité. Planter, mesurer, corriger et recommencer. 3 gestes modestes, répétés chaque jour, tissent la souveraineté bien mieux que les discours. Le spectateur, où qu'il soit, peut participer à cet élan. Écouter, comprendre et reconnaître que la liberté commence par la maîtrise du quotidien. D'abord, il faut institutionnaliser la transparence. Institutionnaliser la transparence. Le gouvernement poursuit la numérisation des budgets publics. Chaque contrat agricole passe désormais par une plateforme blockchain nationale, accessible aux coopératives. Mesure. Taux de publication en ligne des marchés publics, 95%. Ensuite, la formation ne doit jamais s'interrompre. Former sans pause. L'université de Ouagadougou et les pôles régionaux d'agrotech intègrent 10 000 nouveaux étudiants par an. Objectif, professionnaliser la maintenance, la robotique et la gestion des données agricoles. Mesure, insertion professionnelle à 6 mois, 80%. Puis vient l'industrialisation locale. 5 zones de production technique sont prévues autour des grands bassins agricoles. Elles assembleront les drones, capteurs et vannes intelligentes. Mesure. Taux de composants produits sur le sol national, 60%. 4e mouvement, exporter le modèle. Ensuite, il faut exporter le modèle. Les ministères de l'Agriculture du Mali et du Niger testent déjà les protocoles AES. Un hub régional de données sera hébergé à Ouagadougou d'ici la fin 2026. Mesure. Nombre de pays partenaires utilisant la norme. 5. Enfin, ancrer durablement la culture de l'autonomie. Ancrer la culture de l'autonomie. Ibrahim Traoré insiste sur la pédagogie civique. Chaque école rurale doit enseigner la gestion de projets communautaires. Mesure. 70% des établissements intègrent le module souveraineté locale avant 2027. Ces 5 mouvements dessinent une stratégie continue.
où la croissance se mesure moins en vitesse qu'en cohérence. Le futur n'est plus un horizon à atteindre, mais un protocole à exécuter. Le soleil se lève de nouveau sur les mêmes champs que l'an passé, mais rien n'y est plus pareil. Les sillons où Yacouba marchait pieds nus sont parcourus de câbles discrets. Les drones tracent dans l'air des géométries tranquilles. Aminata, la fillette qui rêvait de devenir ingénieure, répare aujourd'hui les capteurs qu'elle observait jadis. Autour d'elle, les visages portent la fatigue du travail, non celle de l'attente. Le pays a troqué le silence de la dépendance contre le bruit rassurant des machines qui obéissent à leurs propres mains. Ibrahim Traoré visite un de ces centres d'apprentissage. Il ne prononce pas de discours. Il s'arrête devant une table, soulève une valve imprimée localement et dit simplement « Ceci, c'est la preuve que nous existons par ce que nous faisons. » Les caméras se taisent, le geste reste. Le métal, la terre et le code parlent désormais la même langue. Une nation se mesure à la confiance qu'elle fabrique. Dans tout le Sahel, le soir tombe avec un nouveau son, celui des générateurs solaires et des jeunes voix. Discutant de rendement. Ce qui fut un projet devient une culture. Les marchés parlent encore de chiffres, mais les conversations glissent vers autre chose. La fierté tranquille d'avoir construit. Sur les écrans, les vidéos de Yacouba et d'Aminata circulent comme des symboles. Elles rappellent que la dignité n'est pas un don, mais une compétence. Les hashtags se mêlent aux prières, les algorithmes aux proverbes. Et dans cette fusion improbable, un continent retrouve son souffle. Les sceptiques verront une mode, les convaincus y verront une méthode. Mais chacun, où qu'il soit, devra répondre à la même question. Que fait-on soi-même pour mériter sa souveraineté? Car au-delà du Burkina Faso, l'histoire parle d'un monde qui réapprend à produire avant de posséder. La récolte vient de commencer.